Bonjour et bienvenue sur le plateau de Parlons peu, parlons bien. Nous sommes le 30 janvier 2025, c'est donc le premier numéro de l'année. Et pour ce premier numéro, nous avons décidé de prendre une thématique 100% consacrée aux professionnels de l'immobilier. Pour quelle raison? Parce que depuis maintenant un peu plus de 24 mois, le marché de la transaction en France est un peu rétréci, ce qui a amené de nombreux professionnels à repenser leur stratégie de développement, à savoir des conseillers en agence qui se sont dit mais est-ce que je vais peut-être mieux réussir dans un autre modèle, et puis des mandataires qui étaient déjà donc dans un réseau de mandataires qui se sont dit mais est-ce que je suis dans le bon réseau. Donc tout ça amène à des changements, et l'idée c'est de comprendre pourquoi ces changements ont lieu et qu'est-ce que ça implique derrière. Pour en parler, je suis très heureux d'accueillir ce matin Vincent Pavanello, qui est le fondateur de la Maison des Mandataires. Bonjour Vincent. Salut Philippe. Tu vas bien? Je suis en pleine forme, ravi d'être avec vous ce matin à Montpellier pour parler de ce sujet passionnant. Super. Et puis Annabelle de Mouron, qui est conseillère Capifrance. Bonjour Philippe. Dans le centre de la France, Exactement. mais qui agit aussi de temps en temps sur Paris. Exactement. Tu vas bien? Impeccable. Parfait. Vincent, je vais commencer par toi si tu veux bien. Toi qui observes l'immobilier en général, pas seulement les réseaux de mandataires, aussi les acteurs en agence. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler un peu les grandes masses, combien de conseillers en agence, ou combien d'agences, combien de conseillers mandataires? Avec plaisir, j'en profite pour saluer, je pense que là, comme ça, vous voyez bien la caméra de ceux qui nous regardent. J'imagine que certains ici peut-être connaissent la Maison des Mandataires. En tout cas, encore une fois, merci pour l'invitation. Oui, les grandes masses. Alors, tu sais, on a un pays dans lequel on ne sait pas combien il y a de professionnels de l'immobilier. On a des estimations. Bon, prenons un chiffre rond, mais qui est proche de la réalité. Environ 100 000 personnes en France sont des professionnels de l'intermédiation immobilière. Bon, peut-être 110 000, peut-être 95 000, sûrement un peu moins qu'il y a 2 ans, mais autour de 100 000 professionnels de l'immobilier, bon, qui font de la transaction. Sur ces 100 000, il y en a environ 35 à 40 000 qui sont dans des réseaux dits de mandataires, Capifrance, Optimum ou les autres, et donc qui rassemblent des agents indépendants et qui ont la spécificité, pour que tout le monde ait en tête, peut-être pour ceux qui découvrent aussi ces modèles, il y a 2 spécificités au réseau de mandataires. Un, pas de lieu physique pour recevoir le client. En travaillant en home office. Exactement. Et deuxièmement, 100% des conseillers sont indépendants. 35-40 000. Et puis 60 000, donc qui est encore la majorité des professionnels de la transaction, sont dans des agences physiques, agences vitrées, agences traditionnelles, peu importe le nom qu'on leur donne. Et il y a 2 modèles qui coexistent. Le modèle du négociateur salarié en agence, qui doit représenter environ la moitié, et puis l'autre moitié, donc environ 30 000, agents commerciaux. Donc on pourrait dire quasiment des mandataires, mais rattachés à des agences. Donc en fait, l'écosystème, il est divisé en 3 ou en 2 en fonction de comment on regarde. Un tiers mandataire dans les réseaux, un tiers salarié en agence, un tiers agent co en agence. C'est important de rappeler quand même le paysage. Et oui, ce qu'on observe, mais tu l'as très bien dit, et je crois que c'est vrai et c'est sain, toute période de crise amène les gens à s'interroger sur est-ce que je suis dans le bon réseau, c'est ton expression, moi je dirais est-ce que j'ai le bon partenaire? Ouais. Est-ce que je suis l'endroit où je peux réussir? Et réussir, ça peut être faire un maximum de ventes, ou ça peut être m'émanciper, progresser, avoir une diversité de métiers, peu importe ce qu'on met derrière la réussite. Et je suis d'accord et je partage avec toi que depuis 2 ans, on m'a jamais autant interrogé en tant que président de la Maison des Mandataires. J'en ai plein ma boîte mail de gens qui me disent est-ce que je suis dans le bon réseau? Est-ce que par rapport à mes valeurs, mes objectifs, je suis dans le bon modèle? Et oui, c'est vrai en agence, c'est vrai en réseau, c'est vrai entre les réseaux. On sent que ça cogite et je trouve que c'est très sain. Et si j'étais conseiller, et là je prends plutôt la cape du conseiller, je mettrais, en tout cas, je n'hésiterai pas à comparer le plus souvent possible mon réseau avec les autres. Parce que franchement, c'est la beauté de votre modèle et d'être indépendant, c'est la capacité à bouger, et c'est vrai, et c'est ce que je dis aussi, et après je te rends la parole, mais c'est ce que je dis aussi aux gens qui sont en agence. Je pense que vous êtes nombreux à nous regarder. Moi je pense que c'est pas grave de ne pas s'intéresser, c'est pas grave de, comment dire, il n'y a pas de problème à ne pas changer de modèle. Ce qui est un problème, c'est de ne pas s'intéresser aux autres modèles. Et donc je trouve ça, voilà, de s'intéresser. Non, moi je suis en agence, et je dirais la même chose. Quelqu'un qui me dirait, moi je suis dans un réseau de mandataires, je ne veux pas entendre parler des agences. Je dirais c'est dommage. Peut-être qu'il y a des choses à aller chercher, peut-être qu'il y a des bonnes initiatives. Et donc non, au contraire, ouvrez. Vous avez la chance d'avoir accès à plein d'informations, et cette émission, elle va vous donner encore plus d'informations. Que vous soyez en agence, en réseau, c'est le moment ou jamais de regarder ce qui se fait ailleurs. L'herbe, elle n'est pas toujours plus verte, mais elle est parfois plus verte, et donc ça vaut le coup de regarder. Complètement. Alors on reviendra sur les raisons qui poussent ces pros à changer de modèle ou de réseau. Justement, ton expérience, Annabelle, donc ça fait à peu près, si j'ai bien compris, 7-8 ans que tu fais de l'immobilier. 2017. Et quand tu as décidé de faire de l'immobilier, tu as choisi de rejoindre une agence immobilière. Oui, parce que pour moi, en fait, le seul modèle qui était existant et qui fonctionnait, c'était l'agence et la vitrine.
Et j'imaginais d'ailleurs qu'il fallait être diplômé pour pouvoir réaliser bien ce métier. Et donc, ça ne s'est même pas posé la question. En fait, effectivement, je suis allée pousser la porte d'une agence et d'un réseau qui avait extrêmement le vent en poupe, un réseau de franchisés à ce moment-là. Et je suis rentrée en agence. Ok. Pour toi, rentrer dans une agence, c'était s'attendre à quoi? Comment ça allait se passer? Alors pour moi, c'était déjà un lieu où j'allais être encadrée, où j'allais bénéficier d'une formation, où j'allais être accompagnée, voilà, donc où j'allais apprendre vraiment un métier. Et ça ne s'est pas exactement passé comme je l'imaginais. D'abord parce qu'au départ, j'imaginais, comme beaucoup de gens, certainement que ça allait être un statut salarié. Et en définitive, pas du tout. C'est-à-dire donc tu fais partie du tiers. Exactement, à Janco. Et dans ma ville moyenne, en Auvergne, je me suis aperçue que les 2/3 des agences, voire presque la quasi-totalité, étaient dans ce statut d'agents commerciaux, que je trouve assez antinomique avec le fait de travailler en agence, finalement. Et du coup, ça n'a pas du tout été ça, parce que c'était une franchise assez récente, avec un franchisé qui découvrait aussi le métier. Et la promesse, en tous les cas, lors de mon arrivée, c'était effectivement un accompagnement, de la formation, et je me suis auto-formée. D'accord, donc vous avez débuté ensemble. On a débuté ensemble et il n'y a eu aucune formation du tout d'allouée. Okay. Aucune. Quand tu dis le statut d'agent commercial te paraît antinomique avec le fonctionnement d'une agence, tu penses à quoi par exemple? Je pense qu'en fait, un directeur d'agence, ça reste un entrepreneur, qu'on est dans un cadre finalement où ça dévie souvent vers des semi-obligations qu'il n'a absolument pas le droit de donner. Je pense notamment, par exemple, aux obligations à tenir des horaires de présence, etc., ce qui est complètement interdit. Mais finalement, on glisse souvent vers ça. C'est la sacro-sainte parole du directeur d'agence qui va finalement découper des territoires ou allouer telle personne ou tel client à tel agent co. Ce qu'on appelle la sectorisation. Exactement. Et finalement, ça crée des tensions en agence qui sont assez malsaines. Et je trouve que c'est complètement antinomique, en fait, ce statut d'agent co avec On reviendra à ton expérience dans quelques secondes. Vincent, qu'est-ce qui aujourd'hui, en général, pousse un pro en agence à quitter son agence pour aller chercher quoi, d'après toi, ce que tu entends, ou quelqu'un qui est déjà mandataire qui change de réseau? Peut-être quelques chiffres aussi pour savoir. Alors moi, je suis président de la maison des mandataires, donc vous allez vous dire, il va dire du bien des mandataires. C'est pas impossible, mais je vais surtout citer des chiffres objectifs que je publie depuis 5 ans maintenant, tous les ans, notre fameux baromètre, qui n'ont jamais été remis en cause par la FNAIM ou l'UNIS. Donc on peut considérer qu'ils sont justes. Ce qu'on observe, c'est que la part des transactions qui sont réalisées sur le marché, la part des mandataires augmente chaque année. Et ça, c'est important de le redire, parce que pour moi, c'est une des explications, mais la photographie, c'est quand même de se dire, les réseaux de mandataires, et tu l'as très bien dit, n'existaient pas ou peu dans les années 2010, on va le dire simplement, en termes de volume de transactions. Aujourd'hui, une vente sur 4 qui est intermédiée en France est intermédiée par un mandataire. Donc les mandataires font une vente sur 4, là où les agents traditionnels, les professionnels d'agence font encore 3 ventes sur 4. C'était 0 il y a 15 ans, c'est 25% aujourd'hui. Donc les prises de part de marché, elles sont incontestables. Et si on rentre dans l'analyse fine de ce qui s'est passé depuis 2 ans, parce que moi j'étais très intéressé à observer l'évolution de ces prises de part de marché avec la crise. Parce qu'au fond, il y avait un discours qui existait dans le monde des agences et qui était très légitime et crédible de dire les réseaux de mandataires résisteront moins bien à la crise que les agences. Absolument. Et après tout, comme aucune crise n'était arrivée, ils avaient le bénéfice du doute. Et moi, en observateur froid, je me disais, il y a une expérience maintenant réelle de crise, et pas une petite crise parce qu'elle a duré au moins 2 ans et qu'on a perdu 1/3 de transactions, je rappelle quand même les grands chiffres. Qu'est-ce qu'on observe ? Au 4e trimestre 2024, les réseaux de mandataires ont plus de parts de marché qu'au 4e trimestre 2022. Et dans des proportions, je sortirai les chiffres dans quelques semaines, donc je ne vais pas dévoiler ici, dans des proportions assez significatives. Et donc moi, ce que je dis, et je pense que c'est important de partir de ces chiffres-là, quand le marché va très bien, les réseaux de mandataires font beaucoup mieux que le marché. C'est comme ça que vous avez pris vos parts de marché dans les années très bonnes pour l'immobilier. Quand le marché va très mal, les réseaux de mandataires font un tout petit peu mieux que le marché. Il y a moins d'écart. Et quand le marché rebondit, 4e trimestre, les réseaux de mandataires refont beaucoup mieux que le marché. Donc en fait, ils font tout le temps, pour l'instant, mieux que le marché, avec plein de différences. Je le dis aussi pour ceux qui nous écoutent, moi je raisonne sur des moyennes nationales. Il y a des grandes villes notamment, où ce que je dis n'est pas vrai, où les agences ont beaucoup mieux résisté. Mais de manière générale en France, c'est ce qu'on observe. Bon. C'est la première explication qu'il faut avoir en tête. Deuxième élément, et après je te donne les raisons de ça, oui, on observe, et d'ailleurs les deux phénomènes se nourrissent, que la part des nouveaux arrivants dans les réseaux de mandataires
ou que parmi les nouveaux arrivants dans les réseaux de mandataires, la part des gens qui ont déjà été des professionnels de l'immobilier augmente. Pour reprendre là aussi des grands chiffres qui sont ceux de la moyenne des grands réseaux que j'observe, historiquement, 90% des arrivants dans les réseaux de mandataires étaient déjà en reconversion. Et d'ailleurs, les réseaux mandataires étaient critiqués pour ça. J'ai jamais compris pourquoi. Pour moi, quelqu'un qui est en reconversion, c'est quelqu'un qui, j'ai envie de dire, sur le papier, a plus d'énergie, plus d'audace, plus d'enthousiasme. Il faut plutôt l'encourager à le faire plutôt que lui dire ah non. Et d'ailleurs, je rappelle qu'avant de faire de l'immobilier, on a tous fait autre chose, par définition ou rien. On n'est pas né. J'en connais pas beaucoup dans le berceau qui prennent des mandats. Donc ça, c'était plutôt le 90-10. Aujourd'hui, ça va dépendre des réseaux, mais disons qu'on est plutôt à 2 tiers, 1 tiers, en gros, en moyenne. Donc, il y a encore 2 tiers de reconversion. Et moi, je pense qu'il faut, encore une fois, plutôt les encourager et s'en féliciter. Pour les gens qui cherchent du boulot, qui veulent se réinventer, c'est très bien. Et 1 tiers de gens qui sont des professionnels, dont beaucoup venaient d'agences. Donc, le phénomène il y a de plus en plus de pères professionnels d'agences qui décident de switcher côté réseau de mandataires. C'est pas un avis de Vincent. C'est une chose observable sur le marché. Après, on va discuter de les causes, les conséquences. Et peut-être d'ailleurs que peut-être certains font le chemin inverse. Il peut exister ça aussi. En tout cas, les chiffres objectifs, c'est ceci. Les réseaux de mandataires font de plus en plus de ventes et ils attirent de plus en plus de pros. Et je pense que ces 2 sujets sont liés. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est bien parce que aussi il y a une part de professionnels expérimentés qui arrivent dans les réseaux que vous augmentez vos parts de marché. Et donc c'est là qu'on parle d'une seule voix, entre guillemets. Et donc moi je dis pas les mandataires c'est mieux que les agences. Je dis même les mandataires, depuis qu'ils recrutent des gens d'agence, ils vont mieux. Donc d'une certaine manière, je suis bien conscient qu'il y a des professionnels et des gens compétents dans les 2 modèles. Et donc bien sûr que l'arrivée de grands professionnels expérimentés améliore les performances des réseaux de mandataires et les réseaux de mandataires qui améliorent leurs performances, ça donne encore plus envie à des gens de Vitré de venir. Donc il y a un phénomène auto-entretenu qui est assez puissant. Ça, c'est ce que j'observe de manière froide. Et les raisons, et là je donne mon avis parce qu'il n'y a pas de grands sondages qui ont été lancés. Moi je pense que, je ne sais pas, on peut en citer peut-être au moins 3. La première, c'est la rémunération. Et là aussi, c'est très lié à la conjoncture, on y reviendra j'imagine. Quand on fait 20 ventes ou 15 ventes dans une année, je pense qu'on ne change pas de réseau pour aller toucher 5% de plus. Parce que c'est la belle vie, parce que ça va bien. Et c'est totalement compréhensible, je suis entrepreneur comme vous, c'est quand ça va bien qu'on se pose le moins de questions, entre guillemets, parce que ça roule. Bon. Et quand on ne fait plus 15 ventes, mais qu'on en fait 6, qu'on en fait 7, on se dit, mais attends, est-ce que mon modèle de rémunération, il est juste? Est-ce que je mérite plus ou moins que ce que j'ai gagné? Et je pense qu'un certain nombre de gens en agence se sont dit que c'était le cas. Et sur le sujet de la rémunération et au-delà du volume de transaction, je rentre dans un petit détail, mais ça m'intéresserait d'avoir ton avis là-dessus, Annabelle. Quand je rentre un mandat le lundi, que j'ai une visite le mardi et que je signe le mercredi. Ce qui s'est passé dans les années 2019, 20, 21. Pas tout le temps, hein, je caricature. Est-ce que c'est injuste de toucher que 35% de la commission? Pas tellement. Au sens où c'est à peu près la rémunération du travail qui a été fait, c'est pas choquant. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'existe plus le lundi, mardi, mercredi. Maintenant, c'est il me faut un mois pour prendre le mandat, parce qu'il faut faire baisser le prix, parce que vous faites votre métier de professionnel de l'immobilier. Je ne fais pas une visite, j'en fais 15. Sur les 3 offres que j'ai, il y en a 2 qui n'ont pas leur financement. Bref, les transactions sont beaucoup plus dures. Et moi, je pense que c'est aussi ce qui a amené beaucoup de professionnels d'agence à s'interroger sur leur modèle de rémunération en disant mais l'énergie que j'y mets, le temps que j'y passe, tout ça pour toucher à la fin, tu vas voir 35%? 34% quand tu étais chez Stéphane Plaza. Là, je pense que les gens se sont dit attends, là, ça ne marche plus. Et donc, ils ont dit, qu'est-ce qui existe ailleurs? Il existe des modèles différents, avec des avantages et des inconvénients, mais qui, sur l'angle de la rémunération, sont beaucoup mieux disants, puisque, on y reviendra, j'imagine, la moyenne des réseaux de mandataires, on ne va pas parler ici que de Capifrance, mais la moyenne, c'est autour de 70-75% de rémunération versus 35% pour un métier et pour une activité qui est relativement proche, pour ne pas dire équivalente. Donc, la première raison pour moi, c'est la rémunération, et on a parfois dans ce pays un peu de complexe à parler d'argent. Un entrepreneur qui ne s'interroge pas sur comment gagner plus d'argent, ce n'est pas un entrepreneur qui est très sain. Il faut vous interroger pour gagner plus d'argent, pour investir, pour vous développer. Et la deuxième raison, c'est la liberté. Pour moi, qui est très importante, mais Annabelle en parlera beaucoup mieux que moi parce que tu l'as expérimenté. Ce que tu disais, je vais le traduire, mais quand tu dis j'étais indépendante, mais j'avais des contraintes parfois un peu du salariat. Oui, moi, c'est un peu ce que je dis souvent, c'est quitte à être indépendant, autant l'être totalement. Et je crois que c'est ce qu'ont offert les réseaux de mandataires, cette capacité à être totalement indépendant. Et puis la troisième raison, je pense, c'est l'équipement, les outils, la visibilité sur les portails. Et là, c'est pas le mérite des réseaux de mandataires, c'est une pure analyse de taille. Quand je quitte une agence indépendante avec 3 salariés et que je vais dans un réseau de mandataires où vous êtes 3000, si je prends Capifrance par exemple, c'est pas parce que vous êtes plus sympa ou plus intelligent, c'est juste qu'aussi que vous êtes plus grand, donc vous avez plus de moyens, vous avez plus d'équipes, plus de back-office, plus de marketing.
Et tout ça, ça joue aussi. Donc pour moi, voilà, rémunération, liberté et effet de taille, donc de notoriété et d'outils, c'est ce qui explique que de plus en plus de gens s'interrogent. Je vais rendre la parole, mais je pense qu'on n'en est qu'au début. Ouais, je cautionne. Et aussi, en observant de mon côté des pros qui se sont dit ok, je suis passé de 15 à 7, et est-ce que justement cette perte, je vais la compenser d'une manière ou d'une autre, mais aussi, j'ai pas de certitude que je vais repasser de 7 à 15, donc si jamais je devais rester à 7, vaut mieux que je perçoive 2 fois plus que ce que je percevais avant. Annabelle, donc on ne revient pas trop sur ton expérience dont on a compris que ça ne s'était pas passé comme tu l'avais imaginé. Non. Quand on a, parce qu'on ne va pas non plus noircir trop le tableau, non, bien sûr. Quand on a échangé sur cette thématique, tu m'as dit que ce que tu as trouvé aussi de très positif, notamment quand tu es dans cette phase de reconversion, c'était d'avoir ce côté un peu lien social, de retrouver des collègues et qui rassurent un peu. C'est ça, c'est ce qui pourrait faire peur quelqu'un pour passer le cap et devenir, rejoindre un réseau. C'est cette idée en fait de se retrouver seul et d'avoir en fait ce sérieux chaque jour, de se lever. Cette obligation de voilà, se retrouver. cette obligation de se retrouver. Et puis il y a des gens qui vivent très mal le fait de travailler en home office, d'être seul et pas dans un environnement social. Donc ça, c'est le côté positif de l'agence. En revanche, le fait de se dire on est en agence et le client, toutes les 2 minutes, va pousser la porte pour vous dire bonjour, je viens vous donner ma maison à la vente, ça n'est pas une réalité. Aujourd'hui, on achète une maison de son canapé, dans sa baignoire en train de prendre un bain, sur les réseaux. Et en fait, cette démarche d'agence, même dans des petites villes moyennes, où on a maintenant des agences qui sont en face à face. Dans ma ville de 19 000 habitants, j'ai dans la même rue à peu près 5 agences et dont 2 qui se font face. Et pour autant, je ne vois pas ou plus les gens pousser la porte de l'agence pour venir vendre un bien. Alors, bon, c'est pas grave, j'avais une autre question à te poser avant, on va y revenir après. Justement, ça, je crois que c'était ça, ta crainte quand tu as changé. C'est ça. Que tu arrivais d'une agence avec une marque qui avait une certaine notoriété. Exactement. Et tu t'es dit, quand je vais travailler de mon bureau chez moi, je vais perdre énormément de contacts. C'est pas forcément ce que tu as. Alors moi, effectivement, c'était une agence qui avait le vent en poupe, Vincent l'a cité tout à l'heure, qui était extrêmement médiatisée. En fait, je me suis dit, je vais perdre le nom. Est-ce que je vais à nouveau avoir des clients? Même si j'avais eu déjà beaucoup de retours sur mes avis clients pour cette agence-là. D'abord, j'ai eu une clause de non-concurrence pendant 1 an qui m'a quand même un peu bloquée. Et après, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir retrouver mes clients? Or, ça fait 8 ans que je fais de l'immobilier et ça fait à peu près 6 ans que je ne fais plus aucune pige et aucune démarche puisque je ne travaille que sur recommandation. Donc ça, c'était un frein que je m'étais... c'est ta notoriété personnelle. Ma notoriété personnelle. C'est-à-dire que c'était un frein que je m'étais mis en tête en me disant, si je n'ai pas le nom de l'agence derrière, j'aurai plus de clients. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment lié à son statut propre. Alors, comme le disait Vincent, en agence, on a des gens qui sont extrêmement professionnels et on a aussi des gens qui sont vraiment pas formés et qui sont pas bons. Et puis dans les réseaux, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont très bons et puis il y a des gens qui sont très mauvais. Blanc-noir. Partout. Alors, je rembobine un tout petit peu. Tu n'es pas satisfaite de ce qui se passe dans ton agence, donc tu décides de la quitter. Exactement. Alors, on a compris qu'en 2017, tu ne savais pas que les réseaux mandataires existaient, mais 2-3 ans plus tard, tu sais que ça existe. Je sais que ça existe et je sais que je ne veux plus de patron d'agence. Voilà. Alors, justement, comment tu as procédé? Comment là, tu avais 2 ans d'expérience. Alors, comme j'étais une femme de communication et de marketing, j'ai décidé de faire un store check, c'est-à-dire en fait d'analyser tous les réseaux qui existaient en me disant je ne veux plus de patron d'agence. Donc j'ai regardé, Capifrance en l'occurrence était le premier réseau de mandataires qui s'est créé sur le marché il y a plus de 20 ans maintenant. J'ai regardé qui était l'actionnariat, les chiffres d'affaires, j'ai cherché vraiment à être dans un réseau qui soit vraiment professionnel en tous les cas. J'ai hésité entre 2. Parce que en local, en tous les cas, j'avais eu une très bonne interaction avec quelqu'un qui représentait un autre réseau. Et puis voilà, j'ai cherché plutôt celui qui pouvait proposer un très bon back-office, des outils, une diffusion qui soit optimale. Depuis le jour 1 où j'ai fait de l'immobilier, j'ai voulu faire de l'immobilier autrement. En partant du principe que, en fait, je défends aussi des honoraires, que les honoraires pour un client, c'est cher et qu'il faut avoir du service. Et donc, je fais de l'immobilier sur mesure. Donc, je voulais un réseau qui puisse, en fait, m'apporter la diffusion, le CRM, la promotion, un service juridique éventuellement, tout ça, en fait, et qui soit facilitateur. Exactement. Et avec la meilleure diffusion possible, parce que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Ok, super. Donc ça, c'est ta réflexion. Tu choisis Capifrance, on te félicite. C'est un très bon choix. Et après, ça démarre. Et après, ça démarre. Tu te retrouves chez toi. Exactement. Est-ce que ça se passe comme tu l'avais imaginé? Parce qu'on
Tu avais imaginé qu'une agence allait beaucoup t'accompagner et t'es déçu. Tu imagines que Capifrance c'est une machine de guerre infernale. Est-ce que quand tu démarres, ça se passe, puis tu n'es plus dans un bureau dans ton agence, comment ça se passe? Est-ce que tu as eu des difficultés? Alors honnêtement, non, ça s'est plutôt bien passé, outre le fait que j'ai commencé et que j'ai été un peu restreinte par cette clause de non-concurrence qui m'a quand même un peu retenue. Mais finalement, je me suis aperçue assez rapidement, comme je le disais, que c'était par mon nom et donc j'ai eu mes premiers mandats. Il y avait une équipe, parce qu'il y a quand même une sorte, voilà, il y a une équipe qui fonctionne avec tous les gens du département, donc on peut aussi échanger dans l'échange, donc ça c'est plutôt important. Il y a un coach régional, il y a des choses comme ça qui sont mises en place. Et non, en fait j'ai démarré, la seule chose c'est qu'effectivement, on le dira jamais assez, mais c'est dans tous les jobs pareils, et quand on est entrepreneur individuel c'est toujours le cas, c'est la rigueur, la résilience, la persévérance et le travail en fait qui paye. Donc, faut que tu donnes des rendez-vous avec toi-même. Il faut se donner des rendez-vous. Je me suis, pour faire rire tout le monde, mais j'ai décidé en fait de me mettre une règle d'or, c'est que je suis une lève tard, mais tous les matins à 9 h, je suis maquillée, prête devant mon ordinateur à bosser et prête à partir dans les starting blocks. Et après, on n'a plus d'heures. Et la différence aussi avec l'agence Vitré, c'est qu'à partir du moment où je suis rentrée dans un réseau de mandataires, pour moi, je me suis positionnée véritablement comme entrepreneur. Ce que je ne ressentais pas quand j'étais en fait agent commercial en vitrine, en fait, en agence. Et là, en fait, je me suis créé vraiment un business model avec des objectifs d'évolution. Ce qui a été un peu plus dur, c'est la gestion administrative, parce qu'à partir du moment où on commence vraiment à faire un chiffre d'affaires assez conséquent, eh ben, il faut aussi s'accompagner dans toute cette gestion finalement administrative d'entreprise, etc. pour faire au mieux. Voilà, mais ça a été extrêmement enrichissant et en fait, j'ai continué à me développer de la sorte. Super. Vincent, on a parlé des raisons qui poussent un professionnel en agence à changer de modèle. D'ailleurs, quand on dit professionnel, ça peut être un négociateur, un conseiller, mais on a aussi des patrons d'agence. Bien sûr. Qui ne supportent plus les charges fixes, les portails qui augmentent, etc. On en accueille beaucoup. Qu'est-ce que tu observes aussi dans les raisons qui poussent quelqu'un qui est dans un réseau de mandataires à le quitter pour en changer? Bien sûr. Dans les grands principes. Et juste, je voulais réagir en une seconde à ce qu'a dit Annabelle, parce que je crois que tu as dit en gros, les deux craintes que tu avais quand tu as fait ce switch-là, c'était la notoriété vers celle dont tu venais versus celle où tu allais, et puis quand même le côté esprit d'équipe. Et moi, je trouve que ça, pour le coup, c'était très très bonne question à se poser. Et je vais être un peu dur, quitter un réseau vitré avec une très forte notoriété et par exemple une bonne ambiance dans une agence pour aller dans un réseau de mandataires où il y a 80 conseillers répartis sur toute la France avec un nom que personne ne connaît, je pense qu'il faut réfléchir, voilà, pour le dire clairement. Et donc moi je pense que, et ça permettra aussi de préparer la réponse à la question d'après, si vous êtes amené à changer pour passer d'une agence à un réseau, il y a 200 réseaux en France. Ça peut peut-être être une très très mauvaise idée si vous ne le faites pas avec le bon réseau. Et donc je trouve que voilà, chez Capifrance, on a trouvé et la notoriété et l'état d'esprit parce qu'il y a des événements, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, parce qu'il y a ce genre de contenu, etc. Donc ça c'est très puissant. C'est pas le cas de tous les réseaux. Et puis il y a des réseaux qui ont plus de l'événement présentiel, d'autres plus de l'événement distanciel, et il y en a pour tous les goûts. Il faut s'enseigner, ce que tu as fait, ton benchmark, est terminé très utile. Après, sur le changement, effectivement, dans les réseaux de mandataires, je pense que, j'allais dire, pour beaucoup, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a des écarts de rémunération assez forts qui existent entre les différents réseaux. Donc intéressez-vous, d'ailleurs, allez sur le site de la Maison des mandataires, il y a un comparateur de réseaux, un avis qui fait bien le job pour ceux qui veulent au moins se faire une première idée. C'est gratuit, vous pouvez faire la comparaison des réseaux. Donc la question de la rémunération explique que des gens se sont dit pourquoi je gagne 65 alors je peux gagner 75, etc. Et puis après, je pense qu'il y a aussi la deuxième raison, et moi je trouve ça très bien, c'est que je trouve que les réseaux de mandataires, si je prends le top 10, affirment de plus en plus leur identité. Je vais le dire un peu directement, en 2017, je pense que tous les réseaux se ressemblaient un peu plus qu'aujourd'hui. Je pense que ceux qui font du marketing de réseau, donc l'idée que vous venez pour produire, mais aussi beaucoup pour développer votre équipe, ils sont de plus en plus sur ce créneau-là qu'ils l'étaient en 2017. Je pense que ceux qui ont un positionnement plutôt immobilier pour les pros, je pense à Capifrance, vous l'avez plutôt affirmé ce positionnement, en tout cas de mon point de vue, et moi je parle à tous les réseaux dans les 10 dernières années. Et moi, je trouve que ça, c'est super. Et si, d'ailleurs, pour citer d'autres réseaux, il y a des réseaux qui assument l'idée un pack pas du tout cher, assez peu de services, assez peu de marketing. Vous verrez à qui je fais référence. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait cette offre-là sur le marché. Elle correspond aux besoins de certains. Donc, je dirais qu'il y a au moins 3 types d'offres qui sont en train de se dessiner dans les réseaux de mandataires. Les réseaux pour les pros qui veulent produire. Les réseaux pour ceux qui veulent développer avec des outils, un peu de marketing, et les réseaux pour ceux qui veulent développer, mais payer le pack le moins cher possible.
C'est au moins les 3 offres qui existent. Et je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des gens qui se disent, est-ce que j'ai un modèle qui correspond à ce que je veux faire? Et ça, c'est très sain de vous poser la question. Et au-delà des affinités que vous pouvez avoir avec vos collègues, il est bien clair qu'être dans un réseau basé sur le marketing de réseau sans vouloir recruter d'équipe, c'est pas le meilleur positionnement. Alors, il ne faut pas tout optimiser dans la vie, et c'est peut-être que vous y trouvez autre chose. Être dans un réseau qu'on pourrait dire de low cost et reprocher à son réseau de ne pas mettre en place des outils pour sa réussite, bah, c'est que vous n'êtes pas dans le bon réseau. Bien sûr. Et donc là, je pense que c'est aussi ça qu'on voit en ce moment. Et moi, je suis favorable à la concurrence. Et en tant que maison démarrataire, je suis ravi de voir qu'il y a différents modèles. J'en ai jamais voulu à ceux qui faisaient des packs à zéro. Ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Chacun à 0 €, donc chacun a son modèle économique. En tout cas, je pense que les gens se disent, bon, je devais développer, et c'est ça que me proposait le réseau finalement. En fait, non. Et je pense que ça existe aussi à l'inverse. Des gens qui disaient, moi, je voulais pas du tout entendre parler de développement. Ah bah finalement, maintenant, j'aimerais développer. Est-ce que mon réseau me le propose ou pas? Par exemple, chez Capi, il y a des offres un peu alternatives où on peut développer son équipe. Il y a des réseaux où c'est impossible. Et c'est tout à fait la liberté de ceux qui mettent en place ces règles. Moi, j'ai pas d'avis à poser dessus. On m'en a propriété privée, ils assument d'être un réseau dans lequel il n'y a pas du tout de marketing de réseau, machin. C'est vrai d'autres réseaux aussi, pour citer quelques-uns de vos confrères. Et ben c'est très bien. Et encore une fois, c'est très sain de s'interroger, est-ce que je suis dans un réseau dans lequel le modèle est adapté à ce que je veux faire? Et donc c'est ce qui explique qu'il y a beaucoup de transfuges. Moi, je pense que la mauvaise raison pour changer de réseau, c'est de penser que j'ai échoué sur ma prod et que je réussirais mieux dans un autre réseau. C'est ce que j'allais conclure. Je te laisse l'expliquer. J'ai cru à un instant que tu allais occulter cette partie-là, parce que c'est parfois nous ce qu'on constate, soit de gens qui viennent à nous ou de conseillers chez nous qui voudraient nous quitter et qui ont échoué. Et sincèrement, quand on a notre boîte à outils qui est quand même assez bien garnie, tu te dis, si ça n'a pas marché, c'est que tu n'es sans doute pas fait pour ça, tout simplement. Et tu réussiras pas davantage ailleurs. Ce qui est différent de ce que tu disais par rapport à mon projet, est-ce que j'ai le réseau qui m'apporte les solutions que j'attends? Annabelle, ce changement de modèle pour le coup, même si c'était toujours, tu étais agent commercial, tu es resté agent commercial, là tu es totalement libre. Ouais. Est-ce que ça t'a permis de faire des choses que tu n'aurais sans doute pas pu faire en agence? Est-ce que tu as développé ton activité sous des formes un peu différentes? Oui, parce que ça c'est intéressant aussi, quand on est entrepreneur et qu'on gère son propre business, ben, on peut trouver sa patte aussi dans ce métier d'agent commercial et dans un réseau de mandataires. Donc en fait, moi je souhaitais vraiment, on en a parlé tout à l'heure, faire de l'immobilier sur mesure. Je me suis spécialisée, quand je dis ça, c'est aussi conjoncturel, mais ça fait aussi partie de qui je suis, de mes compétences et puis de mes valeurs. Je me suis spécialisée dans la médiation, donc dans la médiation de divorce. Parce qu'aujourd'hui, on est souvent confronté à des couples qui ne se parlent plus et qui doivent, contraints, vendre leur maison. Donc il faut les sortir de l'indivision, puisque nul n'est censé demeurer dans l'indivision. Et donc les accompagner avec bienveillance en mettant en place des process, un groupe WhatsApp, pas être l'agent immobilier de monsieur ou de madame. Donc ça n'a rien à voir avec la médiation notariale, qui est un service de médiation auprès des notaires. Mais en tous les cas, c'est déjà une démarche d'aller voir forcément dans des process les deux parties et de dire je ne serai pas l'agent de monsieur ou l'agent de madame, mais je vous accompagne dans cette médiation et de renouer le dialogue dans le cadre de la vente. Donc pour la partie divorce, ça nécessite d'avoir un peu de bouteille et d'expérience de vie aussi et d'être très psychologue parce qu'il faut être dans l'empathie mais aussi mener son truc sans sortir sur les principes personnels, sans aller vers les principes personnels. La médiation aussi au niveau des successions, parce qu'on a des indivisions où les gens ne se parlent plus, où on est bloqué. Donc en fait, pour aller vers ces transactions, il faut aussi avoir cette part de psychologie. Le fait d'être indépendant et de rendre de compte à personne, c'est aussi que parfois, je prends le temps. Donc c'est de l'accompagnement vraiment personnel. J'accompagne des gens pour dépersonnaliser leur maison. À des moments de deuil, il y a des gens qui ont besoin de parler. Si j'ai envie, je prends 3 heures, je prends un thé avec ma cliente et je lui dis voilà, je suis là dans cette période-là qui va être encadrée dans le temps. Je vais vous accompagner vraiment, on va faire du sur-mesure ensemble. Et si vous avez envie de pleurer et de me parler de votre vie avec votre mari avant, etc., je vais prendre 3 heures de mon temps parce que j'ai envie de le faire. Et ça, tu penses que c'est pas possible si on travaille en agence?
En fait, moi, je suis dans mon ikigai, en fait, dans ma réalité immobilière, qui est celle que j'ai mise en place et qui n'était pas possible en agence, en tous les cas. D'accord. Tu n'es pas obligé de rentrer à telle heure parce que… Je choisis de travailler. D'ailleurs, on observe une chose, c'est que quand on est mandataire, enfin, on est un peu tenu par des horaires d'agence quand on est en agence vitrée. Quand on est mandataire, moi, mon travail n'est plus un travail, c'est une passion. Je vis immobilier, je respire immobilier. Toute ma vie est tournée autour de l'immobilier, mais je n'ai pas l'impression de travailler. Donc, le seul frein qu'on pourrait y mettre, c'est qu'en fait, mes journées ne se terminent jamais. Et de toute façon, ça c'est aussi une réalité qu'il faut donner, parce que je rebondis sur ce que disait Vincent, par rapport au fait de réussir et de faire du chiffre. Il y a une réalité qui est vraie dans l'immobilier, que ce soit en agence d'ailleurs, ou que ce soit en mandataire, on ne fait que du chiffre que lorsqu'on travaille. L'immobilier, c'est pas ouvrir des portes et dire là il y a une chambre et vendre et gagner de l'argent. Parce que beaucoup de gens, au moment où l'immobilier a été facile, dans les années 2020, etc., ont cru, c'est-à-dire qu'ils pensaient qu'en part-time, en fait, on pouvait faire de l'immobilier et s'enrichir beaucoup. Non, c'est un investissement qui est énorme. Et aujourd'hui, pour faire la différence et être un gros producteur, comme on dit, en tous les cas, vendre beaucoup, je pense qu'il faut tout le temps être curieux, tout le temps se former, tout le temps proposer du sur-mesure, des services, s'y connaître en urbanisme, en travaux, accompagner complètement les gens. Je suis d'accord avec toi 200% sur la compétence, mais je pense que ce n'est pas propre à un modèle, c'est propre à notre métier, on doit apporter ces compétences. Mais par contre, on a bien compris que cette liberté d'action fait que toi, tu t'es autorisé, tu t'es intéressé à certains sujets qui n'ont pas été initiés par ton réseau d'ailleurs. Non, pas du tout. C'est ta curiosité. Ou la déco, parce qu'on peut faire d'autres choses. Voilà. Et ça, c'est l'intérêt de cette liberté. Vincent, on va pas dépeindre qu'il y a un univers qui est rose et l'autre qui est noir. Pourquoi certains professionnels en agence aujourd'hui s'interdisent à faire cette bascule? Est-ce qu'il y a des freins et si oui, lesquels? Et est-ce qu'on peut forcément basculer et continuer de réussir ou pas en fait? Non mais d'abord, je pense qu'il y a plein d'endroits en France où le modèle des agences vitré reste super pertinent. En fait, c'est ce qu'on appelle l'effet vitrine. Oui, si vous avez une agence immobilière sur les Champs-Élysées et que vous voulez vendre des logements de luxe à des Chinois, je pense que c'est pas mal d'avoir pignon sur rue, mais c'est juste du bon sens, quoi. Je dirais, ça n'aurait aucun sens d'aller expliquer le contraire. Il y a vraiment plein d'endroits en France où il y a encore des effets vitrines, c'est-à-dire ça a une valeur d'avoir une vitrine, mais c'est vrai dans l'immobilier que c'est vrai dans plein de business. Moi, je viens d'un petit village comme toi en Auvergne où il y a 10 000 habitants, il n'y a pas d'Apple Store. Par contre, à Paris où j'habite maintenant, il y a un Apple Store. Mais Apple, il résonne exactement comme les agences vitrées. Là où il y a un intérêt à avoir du vitré, ils en mettent. Là où il n'y a pas d'intérêt et où c'est une consommation plus en ligne, en tout cas plus distancielle, même si à la fin il y a la rencontre humaine, ça marche aussi. Donc il ne faut pas qu'on imagine que nous, l'immobilier, on va s'extraire de cette règle-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que, et encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le drame, c'est de ne pas s'intéresser. Et là où moi, je suis très indulgent envers les gens en agence qui ne s'intéressent pas au réseau de mandataires, c'est que je pense que les réseaux n'ont pas assez expliqué leur modèle, n'ont pas assez fait preuve de pédagogie pour expliquer les avantages, les inconvénients, ce qu'on pouvait y chercher. Je pense que ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, nous, c'est la mission de la Maison des mandataires que je me suis, entre guillemets, attaché à suivre depuis quelques années, c'est de me dire, il faut que le plus grand nombre de professionnels de l'immobilier connaissent notre modèle. Et après, il choisira en connaissance de cause, s'il reste dans le modèle de l'agence, et il peut y réussir, et il y en a plein qui réussissent, et j'ai des centaines de potes en agence, t'en as aussi, vous en avez aussi, qui réussissent très bien et qui sont très heureux. Par contre, au moins, ils seront au courant. Et donc, nous, je pense qu'il faut qu'on sorte, et moi, c'est dans cet esprit-là que j'ai créé la Maison des mandataires, le vivons heureux, vivons cachés, qui était un peu le truc des réseaux de mandataires à une époque. Il fait que du coup, il y a des fantasmes, il y a des délires. Je sais pas, je vais en prendre un. Moi, on m'a expliqué, parce que j'ai rencontré les réseaux de mandataires de près lors d'une convention Capifrance à Lille. Avant ça, pour moi, c'était juste des gens qui respectaient pas la loi au gay, qui étaient qu'à mi-temps et qui n'étaient pas sérieux. Bon, d'où je tenais ces informations? Des gens du monde des agences qui m'avaient dit ça. Mais moi, c'est ce que je vous ai dit quand on s'est rencontrés avec Philippe Elliott, c'est les gars, racontez votre modèle, expliquez ce que vous faites. Et d'ailleurs, ça vaut pour la tête de réseau et ça vaut pour les conseillers aussi. Moi, le truc que je déteste dans le business, c'est de dire de forme de sectarisme. Donc, tu es en agence et tous les autres, c'est des cons, ou alors tu es mandataire et les mecs d'agence, c'est des cons. Mais ça n'a aucun sens. Moi, quand on est convaincu que son modèle, c'est le meilleur, on n'a qu'une envie, c'est d'aller le présenter aux autres. Et franchement, d'ailleurs, j'imagine qu'un conseiller, c'est ton cas Annabelle, demain si quelqu'un d'Orpi ou de Century Matin t'appelle en disant je veux te partager quelque chose, tu vas plutôt écouter, en me disant c'est peut-être intéressant, je verrai, machin. Et moi ce que je pense c'est qu'il faut aussi faire l'inverse, présenter, expliquer. Et
je pense que les gens de chez Capifrance ou d'autres réseaux qui ont plutôt misé sur les pros, vous êtes d'autant plus légitime pour le faire. Passer du modèle traditionnel agence au modèle 100% marketing de réseau, c'est un gros saut. Je ne dis pas qu'il est impossible, c'est un jump qui est un peu difficile. Mais vous, allez expliquer votre modèle, vos outils, vous êtes même dirigé par quelqu'un qui vient du monde des agences, donc c'est encore plus crédible. Tu viens du monde des agences, mais il ne faut aucun complexe. Et surtout, je pense que, et ça c'est un biais humain qui existe partout, quand on vit dans un modèle, et c'est ton cas depuis plusieurs années, on a l'impression que tout le monde le connaît. Non, toi tu le connais. Ouais, moi je le connais, j'ai mis quelques années à le comprendre parce que c'est quand même subtil. La plupart des gens ne le connaissent pas, donc essayons de le faire connaître. Faisons pas des surpromesses. Je pense que ça a été aussi si on fait un peu l'examen de conscience, parfois une erreur de certains réseaux. Vous venez chez moi, vous ouvrez 2 portes, vous gagnez 10 000 € par mois. Ça marche jamais, pour dire les choses comme ça. Expliquons les efforts que ça demande, mettons en avant ce qu'on fait, et pour moi c'est ça l'enjeu de demain. Et donc si on le fait, les gens auront envie de nous rejoindre, ils ont envie de s'intéresser à notre modèle, mais voilà, je pense qu'on doit faire notre examen de conscience. Donc voilà, je suis de la maison des mandataires, mais je peux aussi dire ce que j'estime que les réseaux de mandataires n'ont pas fait assez bien jusqu'à présent, c'est-à-dire expliquer comment ça fonctionnait. Le côté de liberté, par exemple, que tu as très bien expliqué, faut le refaire. La pédagogie, c'est de la répétition. Moi, je m'y attelle assez régulièrement, mais je pense qu'il faut encore le faire et c'est ça qui donnera le plus grand éclairage aux professionnels. Alors là on est sur quelque part, j'ai une méconnaissance d'un modèle, et en plus je ne suis pas très curieux, donc je passe à côté quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses aussi? Pourquoi je pose la question? Parce que, notamment pour des gens qui font ce métier-là depuis des années dans ce modèle-là, il y a aussi peut-être un côté statutaire. Je pense notamment du patron d'agence. Ouais. Son agence, il fait pas dans une petite ville de 10 000 habitants en plus, c'est un peu un notable. Ouais. Et dire tu vas quitter cette agence pour travailler de chez toi, il y a des gens qui pensent que c'est une régression. Le home office en France, ça fait tout le chemin. Bon, le Covid accélère tout ça, mais souvent c'est les gens qui travaillent chez eux, en fait ils ne travaillent pas. C'est souvent un peu ce collectif qui pense ça. Est-ce que tu penses qu'il y a ce côté aussi, ce frein un peu statutaire parfois? Je pense que ça existe, mais j'imagine que peut-être tu pourras en inviter un la prochaine fois. J'imagine qu'il y a un Américain dans la pièce. Mais ils ne comprendraient même pas cette question. C'est clair. Parce que eux, les Américains, et ils ont plein de défauts, mais bon, dans le point de vue business, ils ont quand même tout inventé. Eux, il n'y a qu'un truc qui compte. Tu gagnes de l'argent ou tu ne gagnes pas d'argent? Tu travailles de chez toi, de ta baignoire, de ta cuisine, sur Mars, dans une agence avec des meubles en or. Lui, il dit, tout ça, c'est tes outils pour réussir. Ça marche ou ça ne marche pas? Et donc, je pense que, et ça, c'est peut-être un message pour ceux qui nous écouteraient et qui auraient en partie les arguments que tu viens d'évoquer pour ne pas bouger, qui diraient, mon statut, c'est... Mais on s'en fout de votre statut. Votre statut, il est moins important que votre réussite. Et justement, je trouve que la démarche entrepreneuriale, c'est la plus belle parce que c'est celle qui s'affranchit du statut. C'est-à-dire, moi, je connais des entrepreneurs qui réussissent, mais qui ont des bureaux qui font de la peine, qui ont des costumes troués comme machin, mais ils s'en foutent en fait. Ils sont tournés vers le business. Et donc moi, je pense que si c'est ça la raison qui vous fait, qui fait que vous interdisez de vous renseigner sur l'autre modèle, c'est une super mauvaise raison. Encore une fois, on a évoqué plusieurs bonnes raisons. La notoriété de votre agence, l'effet vitrine qui peut exister, ça c'est des très bonnes raisons pour ne pas s'intéresser aux autres modèles entre guillemets, mais alors pas le statut. Moi je trouve que c'est dommage. En tout cas, je pense que le statut c'est pour les gens qui n'aiment pas faire des affaires. Les gens qui aiment faire des affaires, ils s'en foutent du statut. Et quand vous aurez perdu un peu de statut, mais monté un super business dans un écosystème de mandataires, vous le retrouverez d'une certaine manière. Et travailler de chez soi, il n'y a pas de problème. Et le client, ils sont fous. Et puis regarder les autres, on s'en fout, sinon on n'est pas entrepreneur. Enfin, je pense qu'il faut tellement s'affranchir de ça. Et, enfin, je sais pas, moi, en tout cas, moi, je suis entrepreneur comme ça. Et donc, si c'est le cas pour certains, et ça doit l'être, et ben, c'est une mauvaise raison. Ok, on va revenir sur la notion d'entrepreneur au sens création de valeur. Oublions un peu le côté modèle pour le pro vis-à-vis du consommateur. Puisque tu as été dans la même ville un jour représentante d'une agence immobilière et dans une autre représentante de toi-même avec un autre mandataire. Quelle est la perception? Est-ce que tu as senti des différences? Et si oui, lesquelles, par exemple, dans l'accueil que tu réservais, la confiance que pouvaient te faire les clients? Les gens. Alors, déjà, je rebondis sur ce que disait Vincent. Je pense qu'on peut être très seul en agence.
c'est-à-dire avoir son statut de directeur d'agence et avoir personne qui pousse la porte de l'agence et donc être derrière un bureau très beau, aussi beau puisse-t-il être, et n'avoir personne de la journée. Donc ça, c'est déjà une première chose. Seul face à soi-même, des fois, voilà. il y a la solitude de l'entrepreneur. C'est ça. Donc déjà, la perception qu'on peut avoir d'un bon professionnel de l'immobilier, elle peut se retrouver, par exemple, dans les relations avec les notaires. Moi, aujourd'hui, j'ai des notaires qui m'appellent pour bosser avec moi. C'est-à-dire que la construction en fait, de la réputation de professionnel de l'immobilier, elle tient aussi à ça, au montage des dossiers, à la régularité des affaires qui sont amenées, etc. Dans un contexte immobilier en plus qui a été compliqué, quand on amène des affaires, même dans le notariat, voilà, ça se retrouve comme ça. Alors, par rapport maintenant à la clientèle directe, je dirais que pour la très ancienne génération, les gens qui sont vraiment retraités, qui vont avoir entre 70 et 80 ans ou plus, parfois, en fait, on est sur ce modèle d'agence physique qui était importante, mais en fait, quand on leur explique, ça leur pose absolument pas de problème, puisqu'en fait, quand on travaille beaucoup et qu'on est entrepreneur, on est finalement assez peu en home office, on prend plutôt le temps du home office les dimanches pour faire sa gestion administrative, mais on est beaucoup sur le terrain. Donc on va à la rencontre des gens et c'est plutôt confortable pour eux, parce qu'en définitive, ils ne se rendent pas à l'agence, mais on va chez eux. Dès lors, moi, j'arrive toujours chez mes clients en leur disant « Attendez, vous ne savez pas qui vous recevez, donc on va commencer par là, je vais commencer par me présenter, vous dire qui je suis. Alors, je dépends d'un réseau, voilà, je vous explique qui est le réseau, combien on est, ce que ça va… Et en fait, c'est jamais un problème. Puisqu'en fait, encore une fois, c'est important qu'on on nous achète nous. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Donc le fait de cette différence entre agence et entre mandataires, aujourd'hui ça n'a plus d'importance. Et même je ressens d'ailleurs, entre 2017 et aujourd'hui début 2025, que finalement beaucoup de gens ont basculé sur l'idée du mandataire et que ça ne leur pose plus aucun problème. Qu'au contraire, s'ils ont eu une très bonne expérience en Bretagne avec leur cousine, ils disent Capifrance c'est très bien. Alors parfois à tort et à raison, c'est-à-dire que comme on le disait tout à l'heure, il y a des gens qui sont très bien dans tous les réseaux et il y a des gens qui sont moins bien. Mais en tous les cas, pour eux, le modèle ne se pose plus. Et s'ils ont un petit frein, on leur explique aussi que le gros avantage, c'est qu'en fait, on le rappelle, c'est quand même un des rares métiers en France où en fait, on n'est pas payé à la prise de mandat. On est payé lorsqu'on a vendu. Donc, à la différence de l'agence, on n'a pas d'horaire de bureau. C'est-à-dire qu'on travaille continuellement. Donc toi, tu te sers justement des spécificités de ton modèle comme un avantage pour le consommateur. Qui est réel. Ouais, non, mais bien sûr, mais c'est intéressant. Mais qu'il faut savoir expliquer, c'est pas… Bien sûr. Tu le fais très bien, mais c'est très subtil. C'est montrer l'intérêt pour le consommateur de travailler avec un mandataire. C'est possible, mais… C'est ça. Je vois l'heure qui tourne. J'ai encore une question, et puis peut-être que nos auditeurs nous en poseront. Vincent, justement, on parle, je suis un entrepreneur. Bon, en général, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a investi, qui crée de la valeur et qui éventuellement récupère une plus-value à la sortie. Dans l'absolu, un mandataire, il fait son métier, il gagne bien sa vie, puis le jour où il part à la retraite, il vend rien. Est-ce qu'on peut être un entrepreneur au sens propre du terme et créer de la valeur dans nos modèles ? Oui, alors ce serait peut-être la quatrième raison qui explique, je pense, les transfuges d'agences à réseau de mandataires. Moi, je pense que les réseaux de mandataires, il y a une culture entrepreneuriale qui est très forte, alors qui est parfois un peu surjouée peut-être, mais en tout cas l'idée de dire, moi je pense que ton job à toi, Philippe, par exemple, patron d'un réseau, c'est de tout mettre en œuvre pour que la plus grande partie de tes conseillers réussissent et atteignent leurs objectifs. On est en phase. Et donc c'est très entrepreneurial d'aider les entrepreneurs à grandir. Et donc cette culture elle est très forte. Et moi ce que je comprends et ce que je vois observer, ce que j'observe dans le réseau, c'est que du coup vous êtes en perpétuelle réflexion dans les réseaux, vous et les autres, en vous disant bon, qu'est-ce qui manque encore dans l'offre, qu'est-ce que je peux améliorer. Je pense que dans les 10 plus grands réseaux, tous les réseaux ont changé au moins, ont amélioré au moins 2 ou 3 fois leur offre dans les 5 dernières années. Je ne crois pas qu'on voie ça beaucoup dans les réseaux d'agences, où l'offre elle est assez fixe, elle est assez rigide et il y a un peu moins de liberté. Moi je trouve que c'est bien et je crois qu'une de ces réflexions, elle vous a amené sur le sujet que tu m'amènes, c'est-à-dire dire, bon, on a coché plein de cases de l'entrepreneuriat quand tu es arrivé en 2017. Liberté, rémunération juste, on met tous les outils pour vous aider à grandir, mais il y a peut-être un truc que vous n'aviez pas vu à l'époque, disons-le comme ça, c'est que quand on part à la retraite, effectivement, on n'a pas de fonds de commerce à céder.
un peu comme l'agent commercial en agence, voire même comme le directeur d'agence lui-même. Et je pense que la grande réflexion qui est lancée par les réseaux depuis 4-5 ans maintenant, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour faire en sorte qu'un conseiller qui, par exemple, a développé une forme d'équipe, une constellation, vous appelez ça, il puisse la céder, il puisse la valoriser. Et moi, je trouve ça très sain déjà que vous alliez sur ce sujet-là. Je sais qu'il y a déjà des transactions qui ont eu lieu chez vous ou dans d'autres réseaux. Et donc, pour l'expliquer pour tout le monde, parce que c'est vrai que je passe rapidement, mais c'est l'idée que si demain je suis chez Capifrance, ou dans un autre réseau, je vais pouvoir, après avoir fait des ventes moi-même, je pense que c'est quand même ça plutôt l'ordre des choses, je vais recruter des gens que je vais animer, que je vais faire réussir. Et si, allez, à 65 ans, quand je suis un peu fatigué et que j'en ai assez de l'immobilier, j'ai une équipe de 50 personnes qui produit des ventes chaque mois, chaque année. Je peux soit garder cette équipe-là qui m'apporte des revenus, c'est déjà une façon de financer sa retraite et de valoriser son fonds de commerce, soit je peux dire, en fait, je suis plus le mieux placé, parce que par exemple je vais déménager ou je vais faire autre chose pour animer mon équipe, et donc je vais appeler Annabelle, je vais dire Annabelle, toi qui as peut-être que 30 personnes dans ton équipe, est-ce que tu voudrais 50 personnes de plus? Tu vas me dire oui, je vais dire est-ce qu'on arrive à trouver un deal pour que je te vende mon équipe et que je valorise mon fonds de commerce, comme si je suis une boulangerie et que je vais voir le boulanger du coin et que je dis est-ce que tu veux pas une deuxième boulangerie? Il n'y a rien de tellement complexe, mais en tout cas c'est une façon de recréer dans le modèle entrepreneurial que vous aviez imaginé initialement, l'idée de créer un fonds de commerce et de le valoriser, et ça pour moi ça va tout changer dans l'écosystème des mandataires. Je pense que là aussi on n'est qu'au début, il faut toujours imaginer, ça va donner envie à plein de personnes en agence de dire mais en fait moi aussi j'ai envie de créer mon fonds de commerce et de toucher 30 000, 50 000, 100 000, 200 000 euros quand je pars en retraite, c'est pas rien et ça peut changer beaucoup les années de retraite que vous avez devant vous. Et je pense même que dans d'autres business, on verra se développer ce genre de choses parce que c'est très puissant et c'est très juste. Tu as monté une équipe de 30 personnes, tu les as animées, tu les as fait grandir. Si j'inverse nos rôles, moi je veux t'acheter ton équipe, c'est normal que je te rémunère pour ça parce que tu as fait un vrai boulot. Donc c'est très puissant cette valorisation des fonds de commerce et ça va générer encore plus de transfuges. Top. Annabelle, c'est un peu la même question. On s'inscrit dans un projet, alors, entrepreneurial ou pas, on démarre sa carrière ou on la poursuit, comme toi, dans ce nouveau modèle, et puis on veut s'inscrire sur la durée. Ouais. Et s'inscrire sur la durée, pour moi, ça peut prendre deux axes. L'axe de ce métier me passionne, comme tu l'as dit, je m'épanouis et je vais le faire le plus longtemps possible. Et puis il y a des caractères où ils se disent ce métier il me plaît, etc. J'ai réussi, mais j'ai envie de faire d'autres choses. Et est-ce que dans un modèle comme celui dans lequel tu es, tu peux développer ton activité, mais au sens un peu développer ton plan de carrière? Est-ce que ça, c'est des choses qui sont possibles? Donc il y a un axe que nous a soufflé déjà Vincent, qui est de dire je constitue une équipe. Est-ce qu'il y a d'autres choses de possibles aussi? Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que pour effectivement bien connaître l'univers des agences, tu as des négociateurs qui peuvent devenir responsables d'agence, responsables de deux agences, puis créer la leur. Donc ils se disent tiens, je peux m'inscrire dans la durée parce qu'il y a une construction où mon ambition sera satisfaite. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement que quand on est entrepreneur, on est complètement responsable de son business model et de son développement. Donc, on peut choisir ou pas d'être dans le management ou de créer une équipe. Moi, ça n'a pas été ma volonté jusqu'à aujourd'hui. Et si je devais le faire, parce que j'y réfléchis, parce que je travaille beaucoup, ce serait éventuellement d'avoir quelqu'un qui puisse travailler en binôme, par exemple, parce que s'il m'arrive quelque chose ou que je me casse une jambe, ça peut être un peu compliqué pendant un moment. Donc, travailler en binôme avec quelqu'un dans une toute petite équipe restreinte, c'est très bien. Puis après, ça dépend aussi de son caractère, de la capacité de déléguer ou pas, qui est plutôt difficile pour moi. Et il faut reconnaître ses qualités et ses défauts. Mais effectivement, la qualité première, je pense, d'un entrepreneur, en tous les cas, c'est toujours évoluer et être curieux. Donc, en tous les cas, c'est effectivement faire évoluer son business model. D'abord, la principale des qualités dans ce métier de l'immobilier, un jour, quelqu'un de chez Century 21 qui n'a pas voulu me recruter me l'a dit, c'est l'essentiel, c'est de durer. Donc, c'est la chose que j'ai toujours gardée en tête, c'est que dans un moment très propice de business ou dans un moment difficile, mon goal à moi, mon objectif, ma target, c'était effectivement d'être toujours régulière, voire d'évoluer. Que jusqu'à maintenant j'ai réussi à faire, donc j'en suis heureuse. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement, comme on est tout le temps curieux, évoluer avec la société, évoluer avec l'IA,
Vincent en parle très régulièrement et forme très bien là-dessus. Donc l'IA, l'intelligence artificielle, ce qu'elle va pouvoir produire. Aujourd'hui, par exemple, c'est l'accompagnement aussi vers la déco. On vend un bien à quelqu'un qui a des difficultés à se projeter, il y a des travaux, vraiment se former sur les travaux, mais aussi accompagner grâce à l'IA. Et puis après, grâce à sa mise en relation avec des professionnels pour ou faire juste des moodboards. Moi, j'ai fait un partenariat avec une décoratrice. On propose des moodboards. C'est ma cerise sur le gâteau, c'est offert, c'est gratuit. Les gens font du picking après chez elle. Ils achètent ce qu'ils veulent ou pas, mais qui correspond au bien un peu atypique ou chouette qu'on a vendu. Donc là, tu enrichis ton offre et tu enrichis tes compétences. Et alors, je pourrais décider d'être coach, pourquoi pas, chez Capifrance, ce que j'ai pas envie de faire aujourd'hui, mais que je pourrais faire. Je pourrais être formateur dans le réseau aussi, pourquoi pas, pour en fait faire de la transmission en fait d'expérience. Je pourrais effectivement créer une constellation, on l'a vu, chez Capifrance, pour créer une équipe et accompagner des gens. Donc effectivement, il y a plusieurs possibilités. Et puis, on peut effectivement développer des métiers annexes qui vont être complémentaires et qui vont créer une offre complémentaire. Voilà. Ok, super. Bon, donc il y a de l'avenir, on peut s'inscrire sur la durée. Et l'entrepreneur ambitieux, normalement, pourra repousser ses limites sans problème. C'est ça. Il est 12h50, il nous reste à peu près 10 minutes si on veut respecter les horaires. Ce que je propose, c'est qu'on va répondre aux questions qui ont été posées. On voit qu'il y a des questions de poser. Alors, on a déjà Fauzi qui nous dit qu'est-ce que ça veut dire être mandataire? Donc Fauzi n'est pas professionnel de l'immobilier encore, ce sont des conseillers immobiliers indépendants en micro-entreprise. En fait, le statut de mandataire, c'est plutôt les journalistes qui l'ont attribué à nos modèles, puisqu'en fait, juridiquement, ce sont des agents commerciaux, comme on peut les trouver en agence. Mais c'est vrai que ce modèle de conseillers qui travaillent de chez eux en home office, même si on sait que certains ont des bureaux, etc., ont été appelés des mandataires, mais ce sont des conseillers immobiliers qui font l'intermédiation entre des vendeurs et des acheteurs. Voilà. Exactement. Micro-entreprise, ça c'est le statut fiscal. Au départ. Agent commercial, c'est la partie juridique. Et micro-entreprise, c'est la partie fiscale. On peut être en entreprise individuelle. Exactement. Ouais, je peux même te dire qu'on a des stats qu'on a sortis là récemment pour nous. C'est quasiment 50%. C'est quasiment 50% de micro-entreprises, c'est quasiment 50% d'entreprises individuelles. Ouais, intéressant. Je répéterai ce chiffre à l'envie parce que parfois que les mandataires ils gagnent tous 15 000 euros par an. Il faut gagner 70 000 pour passer en EI, il y en a la moitié qui le sont. C'est, je trouve, un bon indicateur qu'on ne cite pas assez. Absolument. Alors, Michael, comment explique-t-on la création de multiples réseaux de mandataires avec des offres de démarrage alléchantes? En résumé, sur quels critères choisir? Je te laisse répondre parce que moi, je vais pas être objectif. Non, mais moi, je vais dire déjà, tous les réseaux de mandataires ont des offres de démarrage alléchantes. Pourquoi je dis ça? C'est que quand vous voulez vous lancer dans l'immobilier en tant que vraiment indépendant, soit vous créez une agence, soit vous revenez un réseau de mandataires. C'est un peu ce qu'on dit depuis le début. Créer une agence, ça coûte plus cher que même l'offre la plus chère du réseau de mandataires le plus cher. Beaucoup. On parle d'un rapport de 1 à 100. Donc toutes les offres de démarrage sont alléchantes et c'est l'honneur des réseaux de mandataires, je l'ai toujours dit, de laisser la chance à tout le monde. Tu payes 50 balles, 100 balles, 200 balles, 300 balles par mois, mais tu peux essayer pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois de te lancer dans ce business. Ça, c'est pour moi déjà le premier truc. Deuxièmement, oui, il y a des réseaux qui sont plus agressifs encore, qui veulent encore plus donner leur chance. Et peut-être que c'est pas mal pour se lancer. Je veux dire, pour quelqu'un qui n'a aucune idée de est-ce que je vais aimer l'immobilier, est-ce que c'est pour moi commencer par bosser 3 à 6 mois dans un réseau où le pack est même gratuit, c'est peut-être pas totalement débile. Par contre, si vous êtes déjà un peu convaincu, je pense que c'est la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui, parce que déjà professionnels de l'immobilier, investir 150, 200 euros, il est à combien le pack chez Capifrance? Il est à 99 euros pour ceux qui démarrent. Bon, 99 euros pour ceux qui démarrent, ça me paraît être, vu les outils qu'il y a en face, plutôt un bon investissement. Donc, chacun est libre de faire ses offres. Encore une fois, elles sont toutes alléchantes et ça peut correspondre à des gens qui sont dans un doute et dans une réflexion sur le métier, disons. Ouais. Après, la création de multiples réseaux, ce modèle qui a émergé il y a une vingtaine d'années pour les plus anciens, mais où l'accélération s'est faite sur les 10 dernières années, comme tu l'as rappelé Vincent, le modèle a réussi. C'est ça. Donc comme le modèle réussit, certains se disent moi aussi je vais devenir réseau de mandataires. Ouais, et c'est génial. Et il y a des réseaux de 20, de 30, de 40 et de plusieurs milliers. Autre question. Alors Fauzi, est-ce qu'il arrive que Capifrance participe au salon de l'immobilier? Absolument, et c'est le pendant de la liberté d'action. On a une organisation où, Annabelle l'a rappelé, on a des coachs avec des conseillers, des équipes. Eh bien le coach, ou un conseiller d'ailleurs,
peuvent prendre l'initiative de participer à un salon. Et en général, ils le font en équipe. Et en général, nous, on abonde pour que ce projet fonctionne. Mais oui, c'est parfaitement possible. Et c'est une façon de rentrer en contact avec ses clients. Capifrance est-il adhérent à une fédération telle que la FNIM? Alors, oui, d'un syndicat professionnel qui s'appelle l'UNIS, et qui a été d'ailleurs le premier syndicat qui a créé un collège dédié aux mandataires. Exactement. Théo, Annabelle, comment as-tu fait avec la clause de non-concurrence? Eh bien, je n'ai pas travaillé pendant le temps de la clause de non-concurrence. En revanche, je l'ai fait payer. Parce qu'en fait, il faut le savoir, une clause de non-concurrence ne peut pas être non payée lorsque vous partez d'un réseau. Si on m'empêche de travailler en contrepartie, voilà, moi, on m'avait déroulé un carnet complet de noms de gens qui avaient même poussé la porte de la vitrine. Donc voilà, je l'ai fait régler. Fauzi, est-ce que Capifrance améliore constamment son réseau pour répondre à l'évolution numérique, notamment avec l'IA? Vincent l'a rappelé, le rôle d'une tête de réseau, c'est de réfléchir en permanence à ce qu'elle peut apporter de plus pour que ses conseillers soient dans de meilleures dispositions de réussite. Donc l'intelligence artificielle en fait partie, donc on ne peut pas évidemment ignorer cet aspect-là. Et c'est entre autres pour ça qu'on collabore avec Mysteria que développent Vincent et Martin. Ouais. Gaël, où trouve-t-on la liste des réseaux? Chez toi? Ouais, on peut aller sur le site maisondesmandataires.com. Il y a un onglet qui s'appelle comparateur sur le site. Vous avez tous les réseaux listés et vous avez les politiques de rémunération, le prix des packs. Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais je le dis pour finir. Pour moi, la meilleure façon de choisir son réseau, c'est de rencontrer des gens du réseau. Ouais, bien sûr. Clair. Parce que les chiffres, c'est bien, il faut commencer par ça. Mais après, enfin, je veux dire, je sais pas, tu es à côté de Clermont-Ferrand. Ouais, alors pas que, hein, parce que moi c'était l'inverse un peu. La première relation que j'ai eue était meilleure avec un autre réseau en direct. Non, mais dans ton, Après, dans ton exercice. Ouais. Non, mais d'accord, mais dans ton exercice de choix, tu ne peux pas ne pas rencontrer de gens. Ah oui, bien sûr. Donc, et pour expliquer très concrètement, parce que je vois qu'il y a plein de questions de concrètement, comment je peux passer à l'action, bah, vous êtes à Clermont-Ferrand, vous tapez Clermont-Ferrand, Capifrance ou Clermont-Ferrand, le nom d'un autre réseau. Ça va vous afficher la liste des conseillers qui sont dans ce réseau. Vous prenez votre téléphone, vous appelez, vous dites bon. Je n'appelle pas pour vous confier une maison, j'appelle parce que je m'interroge. Bah, et c'est super, c'est le mieux. Sûr, et en plus, le conseiller vous dira ce qui est bien dans le réseau, ce qui est un peu moins bien, il sera assez honnête et transparent, donc n'hésitez pas. Donc ça a été un choix rationnel, ça peut être un choix émotionnel. Voilà. J'anime moi régulièrement des webinaires pour des candidats et souvent les gens, peut-être un peu naïvement, me demandent mais quels sont les meilleurs réseaux, c'est quoi la différence entre vous et les autres, etc. etc. Et je crois que cette rencontre des réseaux est importante. Il y a les outils, il y a les prix et tout ça, il y a le feeling aussi. Chaque réseau, toi tu le connais mieux que personne parce que tu les rencontres tous, j'allais dire, un peu en profondeur quand même. Ouais. Tu vis un peu avec eux certains moments de leur vie de réseau. Il y a des positionnements différents, il y a une culture différente. Il faut être en affinité aussi avec ça, je crois que c'est important. Totalement. Qu'on retrouve sur les moments forts. Par exemple, autres, chez Capifrance, on a quand même les journées Excellence Plus, la convention, enfin des moments où on se crée un réseau national et on est très très content de se retrouver entre Capi copains. Donc c'est important. Alors, Gaëlle, elle sait maintenant où trouver la liste. Pauline, Annabelle, peux-tu nous dire ce que tu préfères dans ton métier maintenant et en étant indépendante? C'est rendre les gens heureux, définitivement. Ouais. C'est mon goal premier, en fait, c'est être la bonne fée de l'immobilier. Vraiment rendre la possibilité de sortir des gens de situations compliquées ou d'amener des gens vers leur première acquisition, voir qu'ils ont la banane, être heureux, enfin vraiment être facilitateur de vie, Et parce qu'on ne peut faire ce métier que parce qu'on aime les gens. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ghislain, comment se présente la répartition des honoraires et quelle part est attribuée aux conseillers chez Capifrance? Quels sont les paliers de rémunération? Ça, c'est des questions très précises. Se présente la répartition des honoraires. Alors, je ne sais pas si c'est le barème d'honoraires. Bon, la part attribuée aux conseillers chez Capifrance, la part la plus faible, elle est de 73%. Et en fonction du chiffre d'affaires que génère le conseiller, elle peut atteindre 100% de rémunération. Là, il y a aussi un gros travail à faire en fait pour des gens qui seraient en dehors de l'immobilier et pour la clientèle. Ça, c'est aussi une partie intéressante à expliquer, les honoraires. Parce que dans la tête des gens, les agents immobiliers en général, qu'ils soient mandataires, conseillers indépendants, etc., se gavent sur les honoraires. Il faut quand même expliquer qu'on est dans un modèle où en fait, il y a des honoraires TTC, il y a une rétribution après, il y a des impôts, de l'URSSAF à payer, etc. Donc quand on réexplique le calcul au client final,
normal. Il comprend quand même que, voilà, parce que le premier move, c'est toujours de vouloir dire est-ce qu'on peut négocier ces fameux honoraires à la prise de mandat. Et en fait, moi, je donne souvent cet exemple. Je leur dis, écoutez, Paul, vous êtes excellent, vous êtes commercial. Votre patron, à la fin du mois, vous avez fait plus 20%, vous invite dans son bureau. Il va vous dire, Paul, vous avez augmenté vos chiffres de 20%, eh bien, je vais vous payer moins 10%. Est-ce que vous êtes OK? Non. Bah, nous, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ce qu'on met dans nos honoraires, dans notre travail, l'investissement qu'on y met, alors il faut en avoir pour son argent, entre guillemets, mais il vaut quelque chose, vraiment. Donc je pense qu'il faut défendre ses honoraires et aussi avoir une certaine pédagogie par rapport aux honoraires. Ok. Pauline, que conseilleriez-vous finalement à ceux qui hésitent à franchir ce pas vers l'indépendance? C'est pas moi qui répondrai, c'est... À faire le grand saut. S'intéresser, je pense que c'est un peu ce qu'on dit depuis le début. Le plus grave, c'est de ne pas s'intéresser. Et puis de se dire qu'il n'y a rien d'irréversible. Vous pouvez tester. Le nombre de gens qui ont fait 3 réseaux avant de trouver le réseau qui leur convenait, c'est pas grave. Les 2 premiers leur ont appris des choses. Il y a des gens qui ont commencé chez Capi, qui sont allés dans d'autres réseaux. Il y a eu l'inverse, il y a tout ça. Donc il n'y a rien d'irréversible. Essayez, lancez-vous, passez à l'action. En plus, c'est le début de l'année, donc c'est plutôt le moment des bonnes résolutions. Tu vois, je disais souvent qu'en 98, Aimé Jacquet, au moment de la Coupe du Monde, disait « Et les gars, si vous avez peur, vous allez perdre. » C'est un peu pareil. Hein. Ouais. L'immobilier, alors aujourd'hui, en plus, il y a des gens qui commencent et qui ont quand même des aides. Donc, c'est un peu facile. Moi, quand j'ai commencé l'immobilier, ça me coûtait de l'argent d'aller travailler. Ouais. Donc, ça a mis aussi une certaine pression pour être rapidement opérationnel. On ne le répétera jamais assez. De toute façon, il n'y a pas d'argent facile, donc il faut du travail. Mais pour compléter, on rencontre, et tu te rencontres plus que moi encore, Vincent, on voit énormément de gens qui disent « mais mince, si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt ouais. ». J'en rencontre énormément. Évidemment, il y a des gens qui n'ont pas réussi non plus. Hein. On peut dire quand même à Pauline qu'on est sur un secteur d'activité où même si on a parlé de marché qui s'est un peu rétréci, il y a quand même eu entre 700 et 800 000 transactions en France. Donc c'est pas du tout un marché, un feu de paille qui peut s'écrouler. Tu l'as dit, il y a les divorces, il y a les successions, il y a les mariages, il y a les enfants, les mutations professionnelles, il y a plein de choses qui existent. Donc ça, il y a un fond de tarte quand même assez solide. Et puis il y a aujourd'hui, Pauline, des grands réseaux qui normalement sont la garantie, sont là depuis des années, que derrière il y aura de la formation, de l'accompagnement, donc on ne part pas à l'aventure. Hein. C'est ça. Vanessa, y a-t-il une clause de concurrence quand on change de réseau vers un autre? Ça dépend des réseaux. Certains en appliquent, il n'y en a pas chez Capi France. Par contre, quand on a un statut d'agent commercial, il y a des préavis à respecter, ça c'est la loi, c'est pas le réseau qui les impose. Voilà, mais c'est pas bien méchant. Et enfin Anthony, chez Capi France, écrit les compromis. Alors, un agent commercial indépendant, il ne peut pas légalement rédiger un compromis, mais nous avons des solutions externes qui permettent de faire rédiger des compromis par des gens habilités à les faire et qui permettent de ne pas forcément passer par un notaire, même si c'est plutôt sécurisant de passer par un notaire. Question terminée, 13h01, c'était parfait, belle organisation. Vincent Lamel, merci beaucoup pour votre participation et les expériences que vous avez partagées. J'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair et surtout que ça vous aura donné envie de faire de l'immobilier dans un grand réseau de mandataires, par exemple. A très bientôt, rendez-vous dans 5-6 semaines, je crois que c'est tout début mars que nous nous retrouverons avec un sujet, encore une fois, très différent. Bonne fin de journée à vous et belle année 2025.